tous. Est-ce que vous nous voyez? Coucou tout le monde, je suis Cécile de la distillerie de Savannah. Donc bienvenue ici, on est au milieu des cubes de fermentation de notre distillerie à La Réunion. Donc merci à la confrérie de nous avoir invités pour ce direct. Je parle de nous parce que il y a moi et il y a aussi Samuel qui me filme et qui nous rejoindra tout à l'heure pour la vidéo. Voilà. Donc juste derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit la mer. Donc c'est pour montrer que la distillerie est vraiment à proximité de l'océan Indien. Et on a même un petit peu de houle aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose de vous balader un petit peu au milieu des cubes de fermentation. En ce moment, nous sommes en train de produire du rhum Grand Arôme, notre fameux Ayester. Je pense que tout le monde le connaît. Nous sommes en plein milieu d'une fermentation en ce moment. Donc je vous propose de venir voir au milieu d'une cuve. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir à l'intérieur. J'essaie d'éclairer au mieux. Voilà. Donc là, on est sur une fin de fermentation. Donc c'est un mou qui titre à peu près entre 3,5 et 4% d'alcool. Et donc c'est le mou qui nous servira à partir de demain à produire du grand arôme. Voilà. Donc on va passer maintenant à côté des colonnes à distiller. Notamment notre fameuse colonne en cuivre, la colonne Saval. Donc la colonne Saval qui sert à faire justement le rhum Grand Arôme. On voit juste derrière. On ne peut pas trop s'y rapprocher parce que comme on est en pleine production, on est sur une zone ATEX. Donc on la voit un petit peu de loin. Donc le rhum Grand Arôme qui est en train d'être distillé tranquillement. Voilà. On va passer maintenant dans la salle de réunion en passant par la salle de contrôle et par le labo. Allez, c'est parti. Donc Samuel est en train de vous montrer quelques médailles que nous avons obtenues sur les précédentes années. Donc ce sont des concours auxquels nous avons participé à San Francisco, à Bruxelles, qu'est-ce qu'on a d'autre? En Allemagne aussi, avec l'ISW. Et donc je vous propose de découvrir notre rhum Grand Arôme. Comme je vous le disais, nous sommes en pleine distillation du rhum Grand Arôme. Donc ici, on a l'avantage d'avoir des robinets, et donc ce ne sont pas des robinets d'eau, mais comme vous pouvez le voir, on est sur des robinets de rhum. Donc ce sont des brutes de colonne, et ici c'est un rhum Grand Arôme, donc qui sort directement de la colonne, et qui titre à peu près à 75 degrés. Et qui sent très bon. Et qui sent très bon, exactement. Donc voilà, pour la petite dégustation, je vais juste le sentir, parce que quand même 75 degrés, c'est un peu fort pour aujourd'hui. Donc nous sommes dans le labo de la distillerie. Nous allons passer discrètement pour ne pas déranger. Bonjour André. Nous allons passer discrètement pour ne pas déranger Thierry qui travaille. Coucou Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. On vous en parle tout à l'heure. Donc c'est une petite visite express, on va dire, de la distillerie de Savannah. À travers la vitre, vous pouvez voir une de nos cuves de mélasse. Et donc nous allons nous rendre dans la salle de réunion. Donc le temps qu'on finisse d'ajuster le cadrage, je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si... Je vais juste vérifier moi aussi ce que ça donne. Bon, j'ai mis la même installation chez toi, je ne sais pas si ça va être possible. Est-ce que vous pouvez mettre un commentaire
l'air pour voir si au niveau du son ça va, s'il vous plaît. Nickel, ok, super, merci. Bonjour tout le monde. Alors, donc, on va faire je vais vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va faire un petit point sur l'histoire de la distillerie de Savannah, dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas encore notre distillerie. On va vous présenter également notre gamme, la gamme permanente, les séries limitées aussi. Donc bien entendu, on a eu beaucoup de demandes. On va vous parler des séries limitées prévues pour cette année. Il y a pas mal de nouveautés. Et à la fin du live, on aura la chance d'avoir Monsieur Landais, qui est notre responsable de production et aussi notre maître de chai. Donc ça fait un peu plus de 30 ans qu'il travaille chez nous. Et donc il nous fera l'honneur de venir à la fin du live pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions assez techniques, à les poser dès maintenant. Il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc on va commencer par un petit point histoire, donc cours d'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Donc la distillerie est une distillerie qui date de 1870. Donc si vous faites bien les calculs, cette année on va célébrer nos 150 ans. Donc anciennement la distillerie était située dans l'ouest, à Saint-Paul, donc de l'autre côté de l'île. Donc on était sur un ancien domaine sucrier, annexé à une sucrerie qui portait le même nom. Donc l'ouest est toujours une zone assez sèche et où les champs de canne par exemple étaient irrigués manuellement. Donc c'était une zone assez sèche, mais la distillerie quand même, malgré cela, faisait dès le début partie des distilleries les plus à la pointe. Par exemple, dès les années 40 par exemple, on a eu une grosse modernisation, une grosse innovation, tant au niveau des cuves de fermentation qu'au niveau des appareillages pour la distillation. Par exemple, la colonne Saval, notre fameuse colonne en cuivre, qui est encore utilisée aujourd'hui, qui est arrivée dans les années 50. Voilà. En 92, on a eu le déménagement de la distillerie. En effet, la sucrerie attenante à la distillerie à l'époque a fermé. Et donc la distillerie, souhaitant se rapprocher d'une sucrerie qui pouvait lui fournir ses matières premières, elle a donc décidé de déménager dans l'Est, à Saint-André. Et donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc la sucrerie qui va nous fournir nos matières premières, donc notre jus de canne et notre mélasse pour produire nos rhums. Voilà. Ce déménagement nous a aussi permis d'être à côté d'une centrale thermique. Donc la centrale thermique qui, elle, va nous fournir aujourd'hui toute la vapeur nécessaire à notre production. Donc le fait d'avoir 3 usines sur le même site nous permet d'avoir une certaine autonomie au niveau de la production. Bonjour tout le monde. Donc on a Samuel qui nous rejoint. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Il y a un petit décalage. Ouais, c'est ça. Donc Samuel, bienvenue. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Donc oui, le déménagement a pour le coup permis une succession de modernisation et d'innovation au niveau de notre structure et sur nos procédés de fabrication. Donc aujourd'hui nous sommes en effet équipés de 8 cuves de fermentation qui peuvent chacune contenir à peu près 90 000 litres. Nous avons au niveau de la distillation des colonnes en inox, la fameuse colonne en cuivre Saval et aussi un alambic. L'alambic qui nous a permis justement d'élaborer le fameux rhum R, Ayester Rhum Réunion. Voilà. Que vous dire d'autre? Il faut que tu respires, Cécile. Il faut que je respire. Merci Samuel. Et donc, le déménagement qui, je vous disais, qui nous a ramené sur Saint-André, nous a permis d'être en bord de mer, hein, comme vous l'aviez vu au début de la vidéo. Donc, le fait d'être en bord de mer nous permet d'avoir un super avantage, très considérable, parce qu'on a un très bon climat tropical, assez humide et assez chaud. Donc cela nous emmène justement sur notre fameux chai humide, mais pas que. Il faut savoir que dans notre chai, on a à peu près 1000 fûts qui vont de 400 à 650 litres. Ce sont des fûts essentiellement ex-cognac en chêne français.
On utilise aussi d'autres fûts pour des finishes, donc des fûts ex-Porto ou ex-Calvados par exemple. On en a d'autres. On a aussi des nouveaux fûts. On n'a pas encore parlé pour ceux qui ne suivent pas trop. Donc on a des fûts de chêne américain qui sont neufs. Donc là, ce sont des fûts qu'on a reçus il y a quelques années pour faire des tests ou pour faire des affinages un peu plus particuliers. Donc on va en parler un peu plus dans quelques mois ou dans quelques... On va en parler un peu plus en Belgique. En Belgique aussi, surtout. Petit clin d'œil à nos amis belges. Et la proximité de l'océan va nous permettre, va procurer au rhum Savannah en général une petite note iodée, teintée de sel parfois, et effectivement qui ressort encore plus dans les grands arômes, et particulièrement ceux qui sont issus du chai humide. Il y en a eu 2 pour l'instant qui ont été édités, et le 3e ne saurait tarder. Voilà. J'avais 203. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le chai humide, donc malheureusement on ne peut pas y accéder puisque c'est une zone latex, mais le chai humide c'est justement la cellule de notre chai qui est la plus proche de la mer. Donc quand il y a des cyclones ou quand il y a une forte houle, le mur du chai justement reçoit cette houle, ce qui apporte justement ces notes un peu salées, un peu iodées, sans compter la chaleur et l'humidité. Et donc à l'intérieur, on a des murs avec énormément de moisissures, des grosses toiles d'araignée. On a vraiment l'impression d'être dans une vieille cave ou même dans la cale d'un bateau où c'est vraiment, on est vraiment confiné. Petit clin d'œil à la situation actuelle. C'était pas voulu. On respecte les distances. On respecte nos distances, si vous l'avez remarqué. Et donc, on a justement un climat très chaud et très sec. Et du coup, voilà, on en tire des rhums vraiment très atypiques et vraiment très ronds, très surprenants. Alors, je vois que dans les questions, on a surtout des gens qui s'inquiètent pour ta santé. Ah bon? Donc, si tu peux les rassurer. Oui, comment ça va, Cécile? Bah écoutez, ça va, très bien. Je touche du bois, pour le moment ça va. Comment il est, mademoiselle? Léla, elle est en forme. Ça c'est notre ami Jean-Louis Scaribi. Coucou Jean-Louis. Bon voilà, je faisais un peu le compte de vos questions, mais n'hésitez pas à les envoyer. Vous savez que c'est le jour ou jamais pour pouvoir les poser. On a la chance d'avoir Johnny qui vient tout à l'heure. S'il y a des choses un peu plus techniques que vous souhaitez savoir sur Savannah ou sinon également sur la distillation par exemple, sur le vieillissement. Voilà. Johnny est le maître de chai de la distillerie, c'est le responsable de la production. C'est quelqu'un qui connaît la distillerie comme sa poche, mais qui surtout connaissait également l'ancienne distillerie à Savannah comme sa poche. Il est chez Savannah depuis 30, 40, on ne sait pas. Voilà. Il paraît qu'il est là depuis plus longtemps que tout ce qui nous entoure. Vous jugerez parce qu'il a quand même encore l'air très jeune, mais par contre, voilà, si vous avez quelques questions, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Peut-être Cécile, maintenant que tu as décrit un peu la distillerie, un peu ses abords, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y en a qui ont eu la chance de voyager, donc voilà, les autres on vous encourage à venir. On peut visiter la distillerie, alors pas forcément pendant le confinement, mais on peut visiter la distillerie toute l'année. Voilà, et la période la plus sympa reste celle qui court de juillet à mi-décembre ou à début décembre, puisque là on a la Coupe Cannes à La Réunion, donc on peut profiter également de la visite de la sucrerie, mais surtout ça permet d'avoir finalement toutes les odeurs, les bruits, les vapeurs et de vivre l'expérience Savannah un peu différemment. Donc vous pouvez sans problème lorsque vous venez à La Réunion visiter la distillerie. On vous invite à le faire. Et puis on peut peut-être, Cécile, dire un mot pour attraper le fil sur les rhums de Savannah et sur les gammes de rhums de Savannah, puisqu'on sait qu'on a souvent des questions là-dessus. Ouais. Savannah produit beaucoup de choses, du coup c'est pas toujours forcément compréhensible pour tout le monde. C'est ça, donc je vais essayer de vous éclairer au mieux sur la gamme des rhums Savannah. Donc la particularité, une des particularités de la distillerie de Savannah aujourd'hui, c'est notamment sa diversité de production. Il me semble qu'elle est l'une des seules distilleries aujourd'hui à produire à la fois du rhum léger, mais surtout du rhum traditionnel, des rhums agricoles et des high ester, comme le fameux Grand Arôme justement. Sans compter qu'elle est aussi, je pense, l'une des seules à faire vieillir à la fois les trois rhums, donc agricole, traditionnel et high ester.
Voilà. Donc à la création de la marque Rhum Savannah, nous avions donné à chaque rhum une identité propre que nous avons encore aujourd'hui. Par exemple, le rhum agricole qu'on a appelé le Savannah créole, le rhum traditionnel qu'on a appelé le Savannah intense, ou même le rhum grand arôme qu'on a appelé le Savannah longtemps. D'ailleurs, le premier longtemps qui a été distillé pour la première fois en 1997. Donc ça remonte un petit peu. Et donc ces rhums, ils gardent quand même ils représentent, on va dire, en partie l'ADN des rhums Savannah aujourd'hui. Alors on a une question justement qui porte là-dessus. Christophe Fertel nous demande si vous deviez me conseiller un de vos produits à goûter pour commencer, pour découvrir Savannah. Donc si on devait lui conseiller un blanc, l'ADN de Savannah, on le trouverait plutôt sur quel rhum? L'ADN de Savannah en blanc, pour commencer, je dirais soit le Savannah intense ou soit le Savannah longtemps. Voilà, on est sur deux rhums de mélasse, mais avec vraiment des particularités et des identités vraiment très propres à chaque rhum. Et si tu devais le goûter vieilli, je te conseillerais de goûter le 7 ans Savannah. Voilà, dans quelques temps, il n'y en aura plus pour quelques temps. Donc ça, on tenait également à pouvoir vous en avertir. Donc ceux qui l'ont aimé, c'est le moment ou jamais, hein, ce n'est pas un rhum rare. Et ceux qui ne connaissent pas Savannah, c'est un rhum qui est assez rond, qui est assez goulayant, qui garde une grande élégance, qui est un rhum traditionnel de sucrerie, vieilli 7 ans, voire parfois un peu plus, dans nos chais. Donc voilà, ça peut être, Christophe, un bon début avec Savannah. Voilà. D'autres questions? Alors, avant de passer à une autre question, je tenais également à saluer Yannick Boyer, parce que des Réunionnais, il y en a partout, voilà. Et Yannick, lui, il est en Guyane, donc c'est quelqu'un qui nous contacte régulièrement pour avoir des nouvelles sur les nouveautés Savannah. C'est également un grand fan de Savannah. On sait que depuis la Guyane, c'est pas facile. On sait aussi que là-bas, tu te régales avec pas mal d'autres très bons rhums qui viennent des Antilles, et on t'envie là-dessus parce que nous on a effectivement un peu plus de mal à goûter cela, mais en tout cas on te salue et on te remercie pour le suivi. Voilà. Eric Grondin lui nous demande, ça aussi c'est en réunion, il nous demande s'il va y avoir des nouvelles sorties, est-ce qu'on peut avoir les dates? Alors on va t'en parler, mais on va t'en parler un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. Voilà. Donc pour revenir à mes rhums blancs quand même, donc le longtemps, le créole et l'intense, donc ce sont des rhums blancs qu'on retrouve généralement à 40 degrés. Donc des rhums destinés, on va dire, à tout public, pour ceux qui aiment bien faire des cocktails à la maison ou même des rhums arrangés. Mais depuis peu, donc depuis 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, on a développé une gamme de rhums blancs également à plus fort degré. Donc c'est une gamme de rhum, on va dire, destinée un peu plus à la mixologie, donc au bartender, ou sinon vraiment pour un public un peu plus averti. Donc là on est sur des rhums blancs sortis en série limitée. Voilà. Donc ça c'était les blancs. Donc maintenant je vais vous parler de nos rhums vieux. Donc Savannah produit essentiellement des rhums traditionnels, donc des rhums de mélasse. Ce rhum traditionnel représente la plus grosse majorité de nos rhums mis en vieillissement aujourd'hui. En effet, les rhums agricoles et les rhums grand arôme sont des rhums un peu plus confidentiels, en tout cas à La Réunion. On en a un peu moins forcément, et du coup les mises en vieillissement sont un peu plus limitées. C'est pour ça qu'on les sort essentiellement en fût unique, donc les fameux single casques. Donc on va vous montrer quelques single casques justement. Donc je vais vous montrer, on a la chance d'avoir ici dans notre salle de réunion une belle collection de single casques, quasiment toutes celles qu'on a sorties depuis le début. Donc là ici Samuel nous a sorti, il me semble, 2 single casques. Donc on est sur que vous les voyez? Un grand arôme. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez les bouteilles qu'il vous montre? Sûrement. Ah mais nous on va les voir avec un certain décalage en fait, Cécile. Voilà. Donc là on a 2 anciens single casques de Savannah. Donc on peut bien voir là sur les étiquettes, notamment qu'on est sur des étiquettes un peu vintage de notre distillerie.
Et donc ici une distillation en 99. Voilà. Alors j'ai pas mal de questions, peut-être pour éclairer les gens, puisqu'on a parlé des longtemps, des intenses, etc. Il y a Chabi, alors ça c'est un prénom du Pays Basque, ça me plaît bien. Il y a Chabi Botineveux qui nous demande quel type de colonnes sont utilisées pour les gammes créole, intense, longtemps et single casque. Et pour chacun, quel type de canne, mélasse ou Vézou. D'accord, c'est plusieurs questions. Donc comme je disais... Peut-être déjà sur la matière. Qu'est-ce qu'on fait à base de jus, qu'est-ce qu'on fait à base de mélasse? Donc le rhum agricole, il est fait à partir de jus de canne. Et les rhums traditionnels... Chez nous, c'est le créole. C'est le créole, justement. Et les rhums traditionnels, donc ici, le longtemps et l'intense, eux, ils sont faits à base de mélasse et ils sont travaillés... donc le traditionnel intense est travaillé dans des colonnes en inox. Le longtemps, lui, est travaillé dans une colonne en cuivre, donc la colonne Savane, tout comme le rhum agricole. Voilà. Et peut-être on peut les montrer pour qu'ils comprennent mieux. Voilà. Ouais. Donc là, un créole à base de jus de canne. Voilà. Le rhum agricole blanc chez Savana. Un intense qui lui est distillé à base de mélasse. Et un longtemps, là le rhum grand arôme, également distillé à base de mélasse, mais lui sur la base d'une fermentation plus longue, en général d'au moins 6 jours. Voilà, peut-être qu'on s'y retrouve mieux comme ça. Voilà, donc les matières premières, que ce soit le jus de canne ou la mélasse, elles nous viennent directement de la sucrerie qui est voisine. Donc on a différentes variétés de canne. À La Réunion, on a plus d'une dizaine de variétés de canne. Donc chez Savana, notamment sur le rhum agricole, on ne fait pas de rhum monovariétal. Il s'agit vraiment d'un mélange en fait de différents jus de canne que nous fournit la sucrerie de Bois-Rouge. Voilà. Donc idem pour la mélasse. Ok, un bonjour à Raphaël qui nous a rejoint depuis Lyon. Alors, Nathalie, votre conseiller lequel pour un connaisseur ignorant en rhum Savana? Donc, Nathalie, pour débuter avec Savana, on te conseille de débuter par le créole, le rhum agricole, ou par l'intense, le rhum traditionnel de la Réunion. Et tu verras, chez Savana, tu ne seras pas déçu. Il est particulièrement fruité, particulièrement élégant. C'est un bon petit partenaire pour tes cocktails. Voilà. Alors, j'ai également d'autres questions. Celle-là est un peu pointue, on va la garder. Les grands arômes sont à levure sélectionnée ou à levure indigène? Ce sont des levures sélectionnées. On commande nos souches de levure dans des laboratoires et après on les met en culture ici, dans notre laboratoire. Elles sont cultivées à la distillerie. D'accord, donc on continue. Donc on a parlé, on va dire, des rhums un peu classiques de la distillerie. Maintenant on va parler de notre ovni, on va dire ça comme ça, le R, donc le Alistair Rhum Réunion, donc qui est un rhum qui a fait et qui fait encore le buzz. Donc c'est un rhum qu'on a distillé en 2006 dans notre alambic. C'est un rhum issu d'une longue fermentation, rhum de mélasse bien sûr. Donc un rhum qui a patienté sagement. On a eu 3 fûts de 12 ans d'âge et on a aussi eu une cuve qui nous a permis de stocker ce R blanc. Voilà. Donc en 2017, on a décidé de sortir le R blanc à 57 degrés. Donc c'est un rhum destiné aussi aux amateurs de spiritueux, amateurs de rhum blanc pour la dégustation, et c'est aussi un rhum destiné à la mixologie. Voilà. Tout comme le longtemps 57 que vous voyez là, ou même le créole 52. Voilà. Je vous les montre de près pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà. Le longtemps 57, donc le grand arôme de chez Savana, mais à plus fort eau, à plus haut degré, et le fameux R. Et d'ailleurs, au sujet du R,
au sujet du R, on a deux questions. La question de Joël la question d'Éric Rondin qui nous demande est-ce qu'il va y avoir un nouveau R? Est-ce qu'on peut le dire ça? Je ne sais pas. On ne sait pas si on peut en parler. Donc Eric, on ne sait pas si on peut en parler, mais je pense qu'il va bien finir par y avoir un nouveau R. En tout cas, il n'est pas loin d'être terminé. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Voilà. Et il doit encore repasser un alambic. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt, mais voilà. Il va falloir être patient, mais il n'est pas loin. Et en réponse également à Joël Charret qui nous demande s'il va y avoir chez Savannah des bouteilles noires de prévues. Comme tu le sais peut-être, ou comme ça a été annoncé dernièrement, et puisqu'on parle de R, il va y avoir le dernier fût de R qui avait été mis en vieillissement en 2006, qui va effectivement sortir dans une bouteille noire, puisque c'est le cas de chez Vélier, avec qui on a décidé de coopérer et qui va ainsi pouvoir faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas encore ce R vieux. C'est un produit assez rare. Et pour ceux qui se posent la question ou qui vont nous la poser, pourquoi Vélier, etc. Puisqu'il y a en ce moment, j'ai vu que suite à son intervention, il y avait pas mal de choses qui avaient été dites et discutées. Sachez juste que la société Vélier, c'est un des plus anciens distributeurs de Savannah. Donc Vélier distribue Savannah en Italie. Donc ce sont des gens avec qui on coopère depuis déjà longtemps et qui sont qui sont des partenaires et avec qui on a déjà fait des embouteillages et des choses comme ça. Donc tout ça se fait dans une certaine suite logique. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, mais je pense que je vais te laisser poursuivre, Cécile, mais je pense qu'on est en retard sur les questions. On est en retard sur les questions. Ouais, mais vas-y. Donc, je vois qu'il y a Nico qui nous fait des coucous. Coucou Nico, quand même. Nico Holtin qui est triste et qui est plus de 7 ans, mais il en reste pour toi, Nico. Voilà, et donc pour parler du R, donc les 3 fûts de R, on va dire, sont partis, mais ne vous inquiétez pas car il nous restait un petit peu de R de 2006 dans la cuve. Donc on a décidé il y a 5 ans de ça de refaire une mise en vieillissement. Donc aujourd'hui notre plus vieux R en vieillissement c'est du 5 ans d'âge. On l'a goûté il n'y a pas très longtemps, il est sacrément bon. Donc restez connectés, je pense que vous allez bientôt avoir des nouvelles. Donc voilà pour les rhums Savannah, on va dire un peu pour la gamme classique et nos rhums un peu plus spéciaux avec le R et le longtemps. Maintenant je vais vous parler des nouveautés qu'on a prévues pour cette année, donc pour célébrer notamment nos 150 ans. Donc 150 ans oblige, hein, on a sélectionné quand même des fûts très exceptionnels. Donc on va avoir notamment pour commencer 2 collections de 4 single casques, donc ça nous fera 8 bouteilles. Donc ce sont des single casques qui vont entre 6 et 16 ans d'âge. Donc petite nouveauté aussi, pour l'occasion on va avoir un nouveau finish, un finish Armagnac. Donc en effet on a pu récupérer des fûts de la maison de Darroze, donc qui nous a donné des finishes assez intéressants. Donc dans les grandes lignes, donc ces 2 collections, la première collection qui va sortir c'est la collection The Wild Island Edition. Donc c'est une collection de single casques qu'on a essayé de faire à l'image de la Réunion, mais la Réunion, une île tropicale et surtout une île sauvage. Donc on a voulu mettre en avant surtout le côté sauvage que notre île a su conserver et qu'on peut encore admirer aujourd'hui avec des paysages subtropicaux et grandioses qui font un peu la magie de notre île. Voilà. On les montre? Oui, on les montre. Je sais pas s'ils veulent les voir. Je sais pas si vous voulez voir ce que ça va donner. Donc on a pour le moment des prototypes. Donc, ce sont que des maquettes. Voilà, ce sont des maquettes. Donc ne vous fiez pas forcément à la couleur du rhum, ni à la qualité d'impression des étiquettes. Mais au moins ça vous donnera une petite idée de la première collection qui vous attend dans quelques longues semaines. Et qui aurait dû sortir à la fin du mois pour le Rhum Fest. En effet. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots de ces rhums? C'est une question que tu me poses à moi? Ouais. Oui, on peut en dire un peu plus. Je t'en prie. Donc, d'accord. Donc, ici, par exemple, la bouteille avec
la photo des baleines. Donc ici on est sur un rhum vieux, on est sur un 6 ans d'âge. C'est un rhum, une base de rhum agricole avec une finition en fût de Calvados. Donc il s'agit d'un brut de fût à 57,6 degrés. Voilà. Donc c'est un rhum qui paraît quand même assez jeune, mais il a une très belle rondeur et c'est un rhum très intéressant à la dégustation. Donc on est sur des étiquettes qui ne seront pas brillantes, mais là pour le coup ça brille un peu sous l'objectif. Donc deuxième étiquette, donc la nature verte. Donc là il s'agit d'un rhum vieux, on est sur un 13 ans d'âge. Donc c'est un rhum grand arôme avec une petite réduction. On l'a ramené à 56,4 degrés avec un vieillissement en fût de ex-cognac. Voilà. Donc fidèle, on va dire, au rhum grand arôme de Savannah. Et là, on a un 16 ans d'âge, un traditionnel. Traditionnel 16 ans d'âge. Donc justement, le premier finish Armagnac que vous allez pouvoir déguster chez Savannah. Donc on est sur un finish Armagnac réduit à 53,3 degrés. Donc je pense que c'est un rhum assez équilibré qui devrait vous surprendre et vous plaire. Et pour finir, donc rhum vieux grand arôme. Donc on est sur un grand arôme de 15 ans d'âge. Brut de fût. Brut de fût. Donc c'est un brut de fût qui surpasse, on va dire, tous les bruts de fût. Y compris le Thunderstruck de l'année dernière, pour ceux qui l'ont connu. Donc il est à 67,1 degrés. Voilà. Donc attachez vos ceintures. Ça va dépoter. Ça va dépoter. Donc voilà pour la première collection qu'on a prévu de sortir cette année. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors je vais juste... Donc première collection qu'on a appelée The Wild Island Edition. Alors merci Benoît, puisqu'il nous envoie quand même quelques encouragements. Donc malgré le stress, a priori on s'en sort pas mal. Je vais quand même en profiter pour qu'on puisse essayer de répondre à vos questions, parce qu'on va être sinon un peu à la bourre pour pouvoir le faire. Je vais essayer de les passer en live. Donc on a pas mal de bonjours de la Belgique. On vous aime, hein. C'est juste qu'on vous attend et que vous ne venez pas nous voir, mais sinon on vous aime bien. Y a-t-il un Dunder créole? C'est Benoît Garcia qui nous pose ça. Non, il n'y a pas de Dunder créole, malheureusement, mais peut-être un jour. Mais il faudrait peut-être que dans ce cas-là, en France, les législations puissent changer. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais tu vois, on arrive quand même à extraire les arômes, même sans Dunder. Alors, Guillaume de Roigny, je vais prendre dans l'ordre, nous demande si on va diversifier la gamme vers les rhums arrangés un jour. Comment te dire, en fait, chez Savannah, voilà, on respecte tout ce qui se fait en termes de rhum arrangé. On a même des clients qui nous achètent d'excellents rhums blancs pour faire le rhum arrangé. Mais c'est pas notre savoir-faire, ça ne fait pas partie de nos ambitions. Savannah a toujours voulu évoluer et je pense continuera à le faire, et même j'en suis sûr, sans sucrer ses rhums, sans mélanger à quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est pas le même métier, c'est pas le même type de rhum, pour peu que voilà. C'est pas l'ADN de Savannah et c'est pas du tout ce vers quoi Savannah se dirige, même si, comme tu le dis, effectivement, à La Réunion, ça fait un peu partie de la tradition. Voilà. Par contre, on a un excellent rhum qui est notre intense à 55 degrés en bib. Voilà. Et ici, il y a pas mal de Réunionnais qui l'achètent pour faire le rhum arrangé. Voilà. Alors, François Erali nous demande quelles sont les différences entre le Longtemps 57 et le R57. On les a déjà un peu expliquées, je peux peut-être les rappeler brièvement. On a deux rhums high ester. Le Longtemps, c'est du rhum grand arôme. Il est distillé en colonne de cuivre. Il a une fermentation, un temps de fermentation qui est aux alentours de 5-6 jours. Et le R, c'est un ovni, c'est aussi un high ester avec finalement un taux d'ester plus bas, mais avec des esters finalement totalement différents qui lui donnent cette exubérance d'arôme. Lui, il a eu, en tout cas la mélasse a été fermentée encore plus longtemps, fermentation très très longue, 11 jours, et il a été distillé dans un alambic. Donc voilà.
c'est ce qui fait foncièrement la différence. Et après, il faudrait rentrer dans des données techniques au niveau des esters et des non-alcools, etc. Voilà. Et je vois que Vincent t'a déjà quelque peu répondu. Et tu sais d'ailleurs servi un Creole Straight pour accompagner le live, ce qui est plutôt une bonne idée parce que nous tout à l'heure quand on l'a cherché sur l'étagère, on l'a pas trouvé. On s'est juste dit qu'à la distillerie, quelqu'un avait dû avoir la même idée que toi. Voilà. Il y a Benoît qui nous regarde de Singapour. Ah. Merci Benoît. Bah, ça c'est sympa. De Singapour quand même. C'est pas la porte à côté. Et on a Jesus à qui je dis bonjour parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça à Paris, à une époque où on se faisait encore la bise. Bah, écoute, on t'embrasse. À quand de nouveau air, on a déjà répondu à la question. Voilà, donc allez, soyons sérieux, mais a priori pas pour cette année en rhum blanc et en rhum vieux. Lucas en aura un bientôt à vous présenter et nous on verra si oui ou non cette année, mais on peut pas encore vous le dire. Voilà. Alors Jerry qui ne m'avait pas vu et qui t'embrasse, voilà. Alors je ne sais pas comment tu ne m'as pas vu Jerry, mais je te remercie quand même. Tu peux y voir. Alors. François nous demande s'il y a une différence entre le longtemps en bouteille carrée, Cécile, et le longtemps en bouteille ronde. Elle est facile la différence. Oui, la différence, la première différence c'est le degré. Donc la bouteille carrée, on est sur un longtemps à 40 degrés, alors que sur l'autre longtemps, on est sur un rhum à 57 degrés. Voilà. Et l'autre différence, c'est qu'il y a une bouteille qui est carrée et l'autre qui est ronde. Merci. Merci Samuel. Alors, les levures que l'on utilise pour les différentes fermentations, pâtissières, œnologiques, endémiques, fermentation naturelle, moi personnellement, je ne peux pas trahir les secrets de Thierry. Ouais. Donc ça, on ne va peut-être pas vous répondre. On peut poser la question tout à l'heure à Johnny. Voilà. Quel type de levure? Et on verra s'il veut nous le dire. Voilà. Donc on parle de Thierry un petit peu depuis tout à l'heure. Donc pour refaire le point, donc Thierry Grondin qui est notre responsable de recherche et développement. Donc il fait partie de notre équipe depuis presque 20 ans maintenant. Donc c'est lui qui veille au bon déroulement, on va dire, de la fabrication du Grand Arôme. C'est lui qui en 2006 justement a créé le fameux R et qui continue aujourd'hui encore à créer, à innover, tant sur des nouveaux rhums que sur des assemblages et c'est lui un petit peu qui participe à l'élaboration des rhums Savannah aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et Thierry qui est finalement celui qui, avec l'équipe du Chez, permet à Savannah d'innover régulièrement et qu'on a chargé encore dernièrement de travailler avec l'équipe du Chez sur des blends. Donc on vous en dira peut-être quelques mots plus tard, mais voilà. Donc Savannah, on est en train de travailler sur de nouveaux blends, ça peut être sympa. Ça répond également à une des questions de Jesus qui nous dit vous faites un travail sur d'autres matières premières, mélange de mélasse, de Vézou, de sirop de canne. Alors non, on ne mélange pas les matières premières pour répondre à ta question. Par contre, on ne s'interdira pas de mélanger les rhums. Et à ta question qui est de savoir si on aura des rhums bio, des rhums bio en projet, malheureusement à La Réunion on est contraint. On ne traite pas la matière première directement. On achète une matière première qui est traitée par l'usine qui est à 15 mètres de nous, que ça soit la mélasse ou le jus, ça nous permet d'avoir des matières premières qui sont extrêmement fraîches, il n'y a pas de transport si ce n'est par pipeline entre eux et nos cuves de stockage, mais par contre il n'y a pas de sélection de la canne qui permette aujourd'hui de prétendre à faire du bio. Ceci dit, on y réfléchit, mais on y réfléchit à, on va dire, à moyen et long terme plutôt qu'à court terme. Donc la grande différence entre le longtemps et l'intense, le longtemps, très fort taux d'ester, fermentation longue, distillation en colonne de cuivre. L'intense, une fermentation plus courte, une distillation en colonne inox, qui donne d'autres types d'arômes qui sont pas inintéressants du tout. Voilà. Thomas en Belgique nous demande si on a une même levure pour les différents profils intense créole longtemps. Sans vouloir révéler nos secrets, je peux te dire que non. Je pense que voilà, on utilise des levures différentes. Thierry les sélectionne et comme on l'a dit tout à l'heure, on les cultive également à La Réunion.
Donc on a Noël, Noël Traxel qui nous regarde. On la salue. Coucou Noël. Et on peut expliquer qu'elle n'est pas là également de par le confinement et de par voilà, le manque de place, on va dire. Voilà. Et vous connaissez pour la plupart d'entre vous Noël, puisqu'elle intervient parfois effectivement sur des lives. Elle en avait fait un dont je me rappelle notamment chez Christian Montaguer à Paris. Voilà, elle intervient régulièrement sur des masterclass. Elle s'occupe également de toute la partie export avec nous. Et vous la voyez régulièrement, au même titre que Cécile, sur les salons, etc. Donc voilà, Noël. Alors Noël, je ne sais pas si elle nous a posé une question, mais en tout cas on l'embrasse. Vini nous dit que le Longtemps 57 est une bombe, je confirme, et sache que les prochains batchs de Longtemps 57 seront sûrement faits sur un grand arôme qui aura des petites différences gustatives, puisque les batchs de l'un à l'autre ne se ressemblent pas forcément. Et j'en discutais encore tout à l'heure avec Thierry, on aura encore quelque chose de plutôt pas mal et de légèrement différent des batchs précédents. Quel est le R original, nous demande Jeff. Celui qui est envoyé sur le marché japonais, point d'interrogation. Alors déjà, si je suis bon, on l'a. Donc Jeff, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceci était le R qui a été embouteillé pour Shinanoya, embouteillé à La Réunion pour Shinanoya, un de nos clients japonais. Voilà. Donc ça a été le second fût de R à être embouteillé, de R vieux, du millésime 2006. Voilà, et effectivement c'est le R original en ce sens que le R blanc que vous pouvez boire aujourd'hui n'est ni plus ni moins que la matière première qui a servi à faire ce rhum vieux ou qui a servi à faire le prochain fût et dernier fût de ce millésime, enfin en tout cas pas de ce millésime, mais puisque tout a été distillé au même moment, mais en tout cas de cette mise en vieillissement qui a été faite en 2006. Oui, on peut dire que c'est le R original, voilà. Et pour ceux qui ont eu la chance de le goûter, il est plutôt étonnant et plutôt assez grandiose, voilà. Pour ma part, j'avais préféré à celui qui était sorti au Whisky Live. Voilà. Après, bouteille quasiment impossible à trouver, à part pour nos amis allemands que je salue, qui sont permis d'en commander 1 ou 2 cartons au Japon, voilà. Et qui sont venus nous le raconter sur un salon. Donc voilà, il y a vraiment des amoureux de Savannah. Mathieu Letty, que tu connais bien, voilà, te pose une question. Hors Cognac et Porto, y a-t-il d'autres types de fûts à venir? À venir, donc déjà ici on a un finish Calvados. Donc après on va voir, si je peux le dire, une finition muscadelle sur une autre collection. Et en brut de fût, un rhum à ne pas rater, ça dépote. Et on a également la toute nouvelle finition, les tout nouveaux fûts d'Armagnac de chez Darroze, voilà, qui a servi. Voilà. Et pour préciser quand même ta question, c'est comme l'expliquait je crois Cécile tout à l'heure, les fûts de cognac en fait sont légion chez Savannah. Savannah fait la quasi-intégralité des vieillissements dans des fûts ex-cognac le plus usé possible. L'idée est d'avoir des fûts qui ne rendent pas un boisé trop perceptible, en tout cas dans les cuvées dans lesquelles on ne souhaite pas les avoir, et qui nous permettent d'arrondir en prenant notre temps le rhum. Voilà. Donc on utilise quasiment que des fûts ex-cognac pour notre vieillissement, et ensuite on utilise parfois d'autres types de fûts pour les finishes. Savannah était une des premières distilleries à faire des finishes. Et je regardais tout à l'heure dans un des fûts que vous a montré Cécile, qui date d'une mise en bouteille aux alentours des années 2005. On avait quand même déjà essayé d'autres types de fûts, des chauffes de fûts, puisque je crois que c'est sur un de ceux-là où on avait, alors je ne l'ai plus, il est avec toi, voilà, où on avait un fût qui était marqué High Toast. Voilà. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà, donc ça date non pas comme je voulais de 2007 mais de 2005, et si on était sur un type de fût High Toast. Voilà, donc on travaillait déjà sur les chauffes de fût chez Savannah, ce que l'on continue à faire aujourd'hui. Alors, une question sur les single casques, Cécile.
Oui. Ouais, on me demande comment vous choisissez de réduire ou d'embouteiller brut de fût. Bonne question. C'est du hasard. Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, non, plus sérieusement, on fait des sélections, on va dire, en comité. Donc on est généralement entre 3 et 4 personnes. Donc on prend du temps pour faire des dégustations. Donc là, on goûte le rhum en brut de fût et on essaie aussi de faire des dilutions à différents degrés. Et c'est là qu'on essaie de déterminer à quel degré le rhum est beaucoup plus équilibré et plus intéressant pour une dégustation. Voilà. Donc il faut savoir que chaque fût donne des rhums différents. Donc c'est pas parce qu'un fût a donné un rhum qui sera un brut de fût que le millésime d'après sera aussi un brut de fût. Donc on va dire qu'on est assez minutieux là-dessus et qu'on prend du temps justement pour faire des essais et voir quel rhum sera le mieux pour vous. Ouais, et tu nous poses également la question en nous disant la plupart de vos embouteillages sont bruts de fût ou à 46 degrés. Alors aujourd'hui, on a changé un peu de méthode de travail, on va dire, chez Savannah. Il fut un temps effectivement où on était soit à 46, soit en brut de fût. Mais depuis 3-4 ans, avec notamment Cécile, Noël ou avec Johnny, également le maître de chez, on essaye de faire un calibrage finalement beaucoup plus précis. Les premières sélections, enfin en tout cas les premiers testings se font en brut de fût comme le disait Cécile et ça nous permet de déterminer, alors déjà si un brut de fût est exceptionnel, c'est en général à ce moment-là qu'on le remarque, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le réduire, donc là c'est plutôt bien parti. Et ensuite on essaye désormais de le réduire au plus juste en tout cas, donc ça prend plus de temps, ce sont des process qui sont beaucoup plus longs, des fois pour arrêter le degré du fût on va faire une vingtaine de testings sur 3, 4, 5 sessions qui vont se suivre au fil des semaines, le temps de pouvoir préparer les échantillons, etc. Et on essaye d'obtenir le meilleur finalement de chaque fût. Voilà. Tous les rhums ne sont pas faits pour être bu brut de fût. On a encore goûté d'excellents rhums à moins de 50 degrés ou entre 40 et 50 degrés dernièrement. Il y en aura dans nos sélections. Dans la sélection métissage, enfin dans la collection métissage dont vous parlez Cécile tout à l'heure, qui fait un clin d'œil. Ah, t'en as pas parlé? Non. Donc on aura une collection métissage, je vais en parler du coup, qui va faire un clin d'œil qu'on va pas vous montrer aujourd'hui, les étiquettes ne sont pas prêtes et puis on veut vous garder quelques surprises. Mais cette collection qui va faire un clin d'œil finalement aux origines du peuplement de la Réunion, donc et au métissage qui finalement est quelque chose d'assez marquant ici sur l'île. Dans cette collection dont on vous parlera un peu plus tard, on aura 2 finishes Armagnac et on en aura un à bas degré et on en aura un à haut degré. Voilà, ça permet à chacun déjà d'y trouver son bonheur, mais ça permet aussi de pouvoir comparer sur deux rhums d'un même millésime ce que peut être finalement les avantages de la réduction et ce que peuvent être, le cas échéant, pour d'autres, les avantages de travailler à plein degré ou quasiment à plein degré. Voilà, on peut vous en parler parce qu'on faisait encore des testings sur ce rhum-là il y a moins de 2 heures. Oui, c'est ça. Voilà. Tu as des questions? Moi? Non, mais je te laisse continuer. Donc voilà, on vous a parlé des 2 premières collections qu'on a prévues pour cette année, donc la métissage et la collection Wild Island Edition. Donc en plus de ces bouteilles, il devrait y avoir par exemple un fût spécifique pour la Belgique. Donc un coucou à Cédric Siperius qui nous regarde et à Thomas Roulez aussi. Entre autres. Parce que vous êtes nombreux. Un bonjour à Claudia, je ne sais pas si elle nous regarde, mais Claudia aussi si tu nous regardes. Et donc on a prévu un fût très, très spécial pour la Belgique, pour nos amis belges, parce qu'on vous aime bien. Donc ce fût normalement sortira à l'occasion du salon du rhum à Spa. Donc c'est un rhum qui est très original, assez innovant et aussi accessible en termes de prix et qui sera à l'image des rhums Savannah. Donc voilà, c'est une nouveauté chez nous. J'espère que ça vous plaira. Ouais, amis belges, on vous a fait un truc sympa, pas cher, très bon et jamais fait avant. C'est plutôt pas mal. Voilà, juste pour vous dire qu'on vous aime. Étienne Decoing nous demande si un rhum longtemps en agricole est envisageable. Alors tout est envisageable, Étienne, mais par contre celui-là il n'est pas au programme pour l'instant. Voilà. Et pour pas te mentir, on a déjà goûté, c'est plutôt pas mal, mais pour l'instant ça n'est pas au programme.
Donc Mathieu Jarry veut bien la Thunderstruck derrière, mais il va falloir patienter Mathieu. Oui, voilà. La Belgique vous aime, merci Mickaël. Voilà. Christophe Ferrel nous dit qui fait la présentation au Romfest. Écoute, on ne sait pas encore vu que le Romfest doit avoir lieu en juillet. Originellement, vous deviez y retrouver Cécile, donc normalement vous devriez y retrouver Cécile et moi-même. Voilà. Oui. Donc on verra. On n'a pas encore calé les choses. Stéphane Chaille nous demande: je n'arrive pas à lire les millésimes sur les 4 quilles. Est-ce qu'il y a un des 99 qu'on a testé à la table du loup? Alors ça il y a quelques mois. Alors non, parce que celui-là, on le garde encore. Et je pense que quand tu le goûteras, ou en tout cas quand on le sortira, il aura 20 ou 21 ans. Il en avait 19 quand on l'avait goûté à la table du loup. Je ne sais pas s'il est en cuve, mais en tout cas celui-là, il est repéré, il est au chaud. Et je confirme à ne pas rater. Ah ben Jean-Louis avait répondu, a priori, lui il a déjà les infos. Voilà. Donc Cédric nous a rejoint il y a exactement 6 minutes. Hein. Cédric qui travaille beaucoup pendant ce confinement. Surtout le jeudi. Voilà, surtout le jeudi et qui forcément n'arrive pas à être à l'heure. Et même Alain Claude de La Réunion. Ouais. Bon, Alain Claude, lui, il a réussi, il a un peu d'avance pour le coup. Ouais. Compte tenu du confinement, serez-vous au Romfest Paris en juillet et au Whisky Live? On y compte bien. Hein. On y compte bien. Krakenbar nous demande si on souhaite explorer la piste des finishes sur du Pinot, comme on le fait en Charente. Alors le Pinot, moi je suis un grand amateur, mais aujourd'hui non, on n'a pas les fûts pour le faire. Ah non, pardon, tu nous demandes si on veut le faire sur du whisky, pardon, comme en Charente, autant pour moi. Donc non, sur le whisky aujourd'hui, on y a pensé. On a fait un échange une fois, tiens, je crois qu'on a la bouteille derrière. Ouais, tiens, on peut en parler de ça. Ah ben elle est là. Alors c'était pas vraiment un échange. Ouais, bon, c'était pas vraiment un échange. Mais pour ceux qui connaissent Savannah, vous connaissez déjà ça, et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, donc là vous avez un rhum grand arôme qui avait vieilli dans un fût qui a été envoyé à la distillerie Edradour. Et Edradour, lui, a sorti un single malt 11 ans d'âge qui a été fini dans ce fût de grand arôme. Voilà. Et pour tout vous dire, on devait recevoir un fût de whisky pour pouvoir faire l'inverse, mais on va dire qu'il s'est perdu, on ne l'a jamais reçu. Voilà. Donc ça, c'est pour les amateurs aussi de whisky. Il y a pas mal de choses chez nous. Alors, Thomas Boulez qui nous demande un must. Qu'est-ce que tu demandes, Thomas? Alors, il est où Thomas? Moi je ne le vois pas ce commentaire. Donc Thomas nous a posé 2 questions. La première question, on peut y répondre facilement. Est-ce qu'il y a un finish Xérès à venir? Thomas, à venir, oui. Cette année, non. Voilà. Malheureusement, ce qu'on a goûté ne nous a pas satisfait, mais voilà, on les a pas sélectionnés. Et quant au... je ne me rappelle plus de sa question. Non, en fait, Thomas fait allusion à un Savannah qui s'appelle Le Must. Et comme Thomas est un féru, il est allé se balader sur le web sur les résultats du concours de San Francisco. Et il a vu qu'il y avait un rhum Savannah qui venait d'obtenir une double médaille d'or à San Francisco, avec une mention spéciale produit du show. Ouais, c'est ça. Un des meilleurs produits voilà, du show. Best Rhum du show. Et effectivement, il s'appelle Le Must. Il vient bien de chez Savannah et on espère vous le faire découvrir un peu plus tard cette année. Voilà. Ça sera un rhum qui sera pas un single cask, c'est un rhum suivi, c'est un blend, voilà, avec assez abordable pour l'ensemble des amateurs de rhum et qui va encore amener quelque chose de nouveau chez Savannah. Donc voilà, une petite nouveauté à venir côté blend avec les décalages que l'on a eu, j'espère pour le second semestre maintenant. Voilà, pour le début de second semestre. Donc on a parlé d'un fût spécial pour la Belgique et je vois qu'on a aussi une demande, est-ce qu'on a de prévu pour l'Allemagne? J'ai envie de dire... Alors c'est encore en discussion. Nous on en a sélectionné, mais c'est encore en discussion. Qui va sortir voilà, nos vieilleries.
ce à quoi on fait allusion à ça. Ça, c'était le single cask qui a été embouteillé l'an dernier pour un de nos amis, Dominique Maroued, chez Rhum Artisanal. Voilà, celui-là, vous le trouvez encore en Allemagne. Un très très beau rhum traditionnel, classique, avec un bel emballage, calibré spécialement pour l'Allemagne. Et on en a un autre qui est en discussion pour l'Allemagne à l'heure actuelle, mais rien n'est arrêté. Donc seul l'avenir nous le dira. Et cette fois-ci, ça serait avec notre ami Harald chez Aromex. Voilà. Ah, mais il y a des gens qui ont décidé de prendre des billets pour venir nous voir pour le salon, ça c'est plutôt sympa. Les Français de Belgique qui nous aiment, alors nous on aime les Belges de France et les Français de Belgique, hein, que ça soit clair également. Alors Eric Rondin nous demande si le troisième chai humide évoqué est prévu pour 2020. Je peux te dire que oui, voilà, il sera dans la collection métissage et J'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus. D'accord. Est-ce que vous allez embouteiller dans un autre format que 50 centilitres? Alors ça c'est une question intéressante pour Savannah. En fait, si tu veux, dans l'ADN de Savannah, tous les single casks ont toujours été embouteillés finalement dans la même bouteille, dans celle-là, hein, dans cette bouteille type cognacèse de 50 centilitres. Ça nous permet d'en avoir finalement, alors ça permet d'en baisser un peu le coût pour tout le monde et ça permet d'en avoir un peu plus à distribuer, voilà, de les rendre un peu moins rares. Donc pour l'instant on continue. Nos amis japonais, eux, avaient exigé que leur embouteillage soit fait dans la même bouteille mais en 70 centilitres. Donc on a répondu à leur demande et disons que nous dans les 70 centilitres on aura plutôt tendance à embouteiller des rhums comment dire, plus classiques, en tout cas moins rares, mais on y pense également pour nos blindes et on y pense aussi peut-être pour des séries limitées d'un autre type que nos single casks. Voilà, mais pour l'instant on en est là. Merci à Zou le Chinois qui nous suit aussi régulièrement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Quelle proportion de vinasse dans le rhum Grand Arôme de Benoît Garcia? Alors, écoute Benoît, comment te dire? Je ne suis pas sûr qu'on mette de la vinasse. Ça, c'est une question qu'il aurait fallu poser à Thierry et je ne suis pas sûr qu'il te donne la réponse. Donc, sur la proportion, je ne pourrais pas te répondre. Voilà. Mais je pense qu'on a pas mal d'autres moyens de faire exploser les arômes dans les high esters et dans le Grand Arôme en particulier. Voilà. Ok, alors donc tu nous mets 2 fûts de Pinot, Guillaume, de côté, avec grand plaisir. Je ne sais pas si on a répondu à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais... À quand une nouvelle rencontre dans l'Alain Claude? Bah écoute, Alain Claude, quand on aura prévu les nouveautés, quand elles seront sorties, on essaiera comme d'habitude d'organiser une masterclass pour nos amis réunionnais. Enfin, connaissant Alain Claude, s'il propose une nouvelle rencontre, la question ne m'était pas destinée. Mais écoute, je vois qu'il y a un cas. Bon, d'accord. Peut-être que tu peux poursuivre parce qu'on s'est remis à peu près dans le fil des questions. Je ne sais pas ce qu'on avait encore. Donc voilà, donc oui, j'avais vu passer. En tout cas, la réunion est là. J'avais vu passer tout à l'heure une question de Jerry qui demandait par rapport à la promotion. Est-ce que les rhums Savannah sont aussi destinés au marché réunionnais? Donc oui, essentiellement en partie à La Réunion. Donc il faut savoir que notre distillerie propose et vend ses rhums à La Réunion, donc chez les cavistes et en épicerie fine, un peu sur le même principe qu'en métropole. On est notamment vendu aussi à la Maison du Whisky à La Réunion, chez qui on organise de temps en temps des dégustations, des masterclass. Et donc oui, le rhum Savannah est aussi destiné aux Réunionnais. Voilà. On va d'ailleurs... le Rennes, c'est réservé à La Réunion cette année. On va sortir un single cask uniquement pour La Réunion, un peu comme pour la Belgique. Voilà. Je note quelques questions pour Johnny. Si vous avez des questions un peu plus techniques pour le maître de chai, pour Johnny Landais,
c'est le moment ou jamais de nous les poser. Donc là, j'évite de vous répondre pour lui laisser un peu la parole. Je ne vais pas tarder à aller le chercher. Donc, à quel degré de rhum? Non, mais justement, celle-là, je lui garde. Ah, ça, tu gardes. D'accord. Degré d'alcool pour l'infutage, c'est pour Johnny ou c'est pour nous? Je te laisse poursuivre, je vais chercher. D'accord, donc je vais répondre à Thomas. Du coup, oui. Donc, à l'époque, les mises en fût se faisaient entre 50 et 55 degrés. Donc, on a revu un petit peu à la hausse depuis l'année dernière. Et donc, maintenant, les mises en fût se font plutôt à 60 degrés. Voilà. Donc ça, on a constaté qu'on avait des rhums un peu plus intéressants au niveau aromatique après des mises en fût à 60 degrés. Voilà. Donc, qu'est-ce qui différencie les rhums réunionnais des rhums antillais? Donc, déjà, c'est qu'aux Antilles, ils produisent essentiellement des rhums agricoles, donc des rhums de jus de canne, alors qu'ici, nous, à La Réunion, le jus de canne, il sert avant tout à produire du sucre dans les sucreries. Et donc, on va se concentrer essentiellement sur la production des rhums de mélasse, donc les rhums traditionnels, donc les classiques et les high ester, justement. Une cuvée spéciale prévue pour les 150 ans de Savannah. Donc déjà, les deux collections, on va dire qu'elles sont assez spéciales, tant au niveau des packaging qu'au niveau des rhums qu'on a sélectionnés. Après, oui, éventuellement, comme Samuel le disait, on a travaillé sur des blindes, notamment sur le Must qui vient d'être médaillé à San Francisco, mais pas que. Donc oui, il y a pas mal de choses qui vont encore sortir. Donc je ne vais pas encore vous en parler, les sorties sont prévues pour la fin de l'année. Donc Mathieu, le houillage, donc on fait du houillage une fois par an chez Savannah. Voilà, donc on a un taux d'évaporation qui est à peu près de 6% par an. Donc on fait le houillage une fois pour refaire nos stocks et pour préparer les inventaires à chaque fois. Ah bah je vois que Noël y a répondu en même temps. Merci Noël. Donc bienvenue Monsieur Landais. Vous pouvez asseoir. À côté de moi. Merci. Il faut que tu mettes pas trop près de nous. Tu sais qu'on est en confinement. Donc je vous présente Johnny Landais, qui est notre responsable de production et notre maître de chai. Bonjour. Monsieur Landais. Donc Monsieur Landais, ça fait un peu plus de 30 ans que vous travaillez chez Savannah. C'est ça, depuis 1987 et sur le site même de Savannah, à Saint-Paul. Bon, alors vous voyez quand même qu'il est jeune. Alors vous ne me voyez plus, mais vous entendez ma voix, parce qu'on vous a dit que c'était ce qu'on avait de plus vieux. Voilà, parce que c'est le plus ancien millésime de la maison, mais vous voyez quand même qu'il a quand même gardé sa jeunesse. Johnny, je vais te poser des questions pour essayer de rattraper le fil des questions qu'on nous a posées. On nous a demandé, tout d'abord, Xavier nous a demandé quel type de levure ou quel type de levure on utilise pour faire nos rhums. Est-ce que c'était des levures boulangères? Est-ce que c'était voilà, quel type de levure? Non, en fait, donc on utilise des Saccharomyces. Ça commence à être technique. La famille classique, on va dire, des levures utilisées en distillation. Par contre, dans cette famille-là, il en existe une grosse quantité. Ouais. Et là, le travail effectué à Savannah par le service de recherche et développement, c'est justement de sélectionner la bonne levure par rapport aux produits qu'on souhaite obtenir. En fait. Donc il y a tout un travail de sélection à la base justement de ces levures. Ok. Xavier Bottineveux nous a également demandé à quel degré nos rhums sortent de colonne ou d'alambic quand on utilise l'alambic. Est-ce que ça, tu peux en dire 2-3 mots et nous expliquer finalement, est-ce qu'il y a des différences déjà entre un rhum traditionnel, un rhum agricole, un rhum grand arôme en termes de degrés sortis de colonne ou des fourchettes? Le rhum traditionnel
Il est produit entre 89 et 90 degrés, en sortie de colonne. Les rhums Grand Arôme, le rhum agricole, on est plutôt aux alentours de 75, sauf quand on avait fait des brut de colonne particuliers, voilà, sur des brut de colonne, on avait fait des essais à des degrés un peu plus bas. Sur de l'agricole. Sur l'agricole. Ok, mais sinon ça sort plutôt au-dessus de 70 degrés. Plutôt vers les 75. D'accord. Alors, sur les dernières séries Craft, peut-être que tu peux poser les questions, Cécile, parce que je suis un peu loin du micro, mais on me posait la question sur des dates de sélection qui avaient été faites et des mises en bouteille qui avaient été faites finalement l'année suivante ou pas forcément la même année. Est-ce que ça... Parce qu'en fait, le travail de sélection prend quand même pas mal de temps, déjà à cause de ça. Donc, il y a effectivement des fois des délais qui sont assez longs entre la sélection et derrière la finalisation de la bouteille. À ce coup-ci, il y a tout un travail en termes de définition d'étiquetage, de définition du produit en termes de degrés. Donc il y a tout un travail derrière, donc c'est normal, on va dire, qu'il y ait un délai parfois assez long entre la sélection elle-même et la finalisation du produit. Et on nous demande également, parfois on a un écart entre finalement le millésime, par exemple, ça c'est Christophe Descamps qui nous demandait ça, un écart entre un millésime et la mise en fût, la date de mise en fût, on n'est pas parfois sur la même année. Est-ce que ça, tu peux nous expliquer quelle est l'année du millésime et pourquoi on a cet écart? Alors là, quand on parle de millésime, c'est l'année où on a produit le rhum blanc au niveau colonne. D'accord. En blanc. Et donc ça, après, on stocke des volumes de cette production-là. Et ce stock, il peut courir jusqu'à l'année suivante. Et du coup, la mise en fût se fait que l'année suivante. Donc du coup, il y a un décalage entre le millésime, la date de production du rhum blanc et la date de mise en fût. Il y a des années où on ne produit pas du rhum agricole, mais on met en fût la production de l'année d'avant. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre la date de millésime, la date de production et la date de mise en fût. D'accord. Il peut y avoir. Je ne sais pas si tu peux poser la question, Cécile, de Dimitri Olek, notamment celle-là. Est-ce que dans le vieillissement... Oui, donc on a Dimitri Olek qui nous demande si pour la mise en vieillissement, on privilégie les rhums en Non, dans notre démarche de mise en vieillissement, on ne privilégie pas de produits en particulier. Donc, c'est des échanges avec notamment les commerciaux, les marketing en interne. Et à partir de là, ça nous donne des orientations sur les produits à mettre en vieillissement. Et on met en vieillissement un peu toute la gamme produite par Savannah, pas spécifiquement les OTC. On a une question sur la différence de fermentation entre le longtemps et le R aussi. Alors là, on rentre. Est-ce qu'il y a une différence? Le résultat est différent. Donc cette différence-là provient bien d'un processus de fabrication qui est différent. Donc là, on rentre vraiment dans le détail de la fabrication. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on utilise des levures différentes quand on fait du R ou quand on fait du longtemps? Bon, sans rentrer dans les détails, la levure reste la même, mais c'est les micro-organismes qu'on met en œuvre à côté qui sont différents, qui sont pas les mêmes. Et les conditions de mise en œuvre au niveau de la fermentation sont différentes. Donc on a Guillaume qui nous demande s'il est prévu de faire un vieillissement dynamique, donc mettre du rhum Savannah sur un bateau au départ de la Réunion
vers une autre région. En tout cas, aujourd'hui, pas à ma connaissance. On t'a rien dit? Non. Voilà, peut-être qu'on me On cache t'en a des pas choses. parlé? On me cache des choses. Il y a des surprises. Non. Non, pour le moment, non. On n'envisage pas ce genre d'opération pour le moment. Bon, t'as un de nos amis belges qui vit à moitié en France et qui est enfin content de pouvoir mettre un visage sur ton nom. Voilà. Donc de là à dire que peut-être il faudrait venir nous accompagner sur un salon, Johnny, tu sais que tu serais le bienvenu, quoi. C'est arrivé, mais bon, effectivement, pas forcément souvent, mais c'est arrivé. Et on a un Réunionnais qui nous dit en te voyant que le rhum ça conserve. On est pas mal. Voilà, c'est bien. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions un peu techniques pour Johnny? Un peu technique, qu'est-ce qu'on a? Ou autre, hein? Bah, il y a Mathieu Lange qui demande quel type d'alambic et quel type de colonne on utilise. Ben, la colonne Saval, c'est une colonne à plateau en cuivre, on va dire classique. Et l'alambic, ben, c'est. Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'alambic en cuivre. Donc, c'est un alambic. En tout cas, pas dehors. Ah, pas à l'extérieur. Non, pas à l'extérieur. Et c'est un alambic qu'on utilise dans notre fabrication courante et qu'on utilise pour faire des fabrications comme le HERR qu'on a produit. En fait. Et Mathieu Letty nous demande si on a donné des petits noms gâtés. Donc un petit nom gâté en créole, c'est un surnom, à nos alambics et à nos colonnes. Ou est-ce que vous leur avez donné un petit nom gâté? Aujourd'hui même, non. À Savannah, à l'époque, on l'avait attribué à des échangeurs, on avait attribué des petits noms à des échangeurs. C'est quoi un échangeur, Johnny? C'est un appareil qui permet, par exemple, de refroidir un fluide. Ouais. En utilisant sans contact, en utilisant de l'eau d'un côté, ou par exemple en tête de colonne pour condenser les vapeurs alcooliques, donc on passe par l'échangeur. Donc à Savannah, il y avait des échangeurs qu'on leur a attribué un nom, notamment on l'avait appelé Frisson, pour l'anecdote, parce que quand on l'avait mis en place, on avait eu un peu quelques frayeurs. Et on l'avait appelé Frisson. Donc il y en a deux qui appelé Frisson. Mais sinon, pour les autres appareils, non, on n'a pas attribué pour le moment de petits noms gâtés. Petits noms gâtés, voilà. Bon. Et pour les fûts non plus. On n'a pas, chaque fût n'a pas son prénom. Non. Mais il a un numéro. Il y aurait une liste, ouais. Et d'ailleurs, on nous redemande, Johnny, même je crois que Cécile en a parlé tout à l'heure, mais à peu près combien de fûts on a dans le chai? L'ordre de grandeur aujourd'hui c'est 1000 fûts, on a dépassé les 1000 fûts à aujourd'hui. Donc, voilà. Avec une particularité chez Savannah par rapport à d'autres chais, c'est d'avoir des fûts qui sont plutôt calibrés autour de 400 litres, plutôt que dans d'autres chais où on va plutôt trouver des 200 litres. Sur la majorité. Chez nous, en tout cas, c'est du 400 litres. Dans les chais, les autres chais de l'île, c'est aussi du 400 litres. Du 400 litres, majoritairement. On a Vincent Thiel qui nous demande justement au niveau du chai, quel est le nombre d'années maximales pour le vieillissement chez Savannah? Il n'y a pas de limite maxi définie. Il y a un seuil mini, c'est un seuil réglementaire, c'est 3 ans. Après, au maximum, on pourrait laisser le temps qu'on veut, mais en sachant que il y a la déperdition, la fameuse part des anges, donc qui fait que de toute manière, au fil des ans, il reste très peu de produits. Donc il y a ça. Et aussi les besoins en commercialisation qui font que on sort les produits. Après, qualitativement, sur ce qu'on entend, on va dire, c'est aller aussi trop loin dans les vieillissements, c'était pas forcément une bonne chose. Tu peux nous expliquer pourquoi?
Parce que par rapport au contact avec le bois, il pouvait commencer à avoir une prédominance en fait de ce côté boisé qui pouvait ne pas être forcément positif. Donc on va pouvoir enfin récupérer les vieux 20 ans que tu nous caches dans le fond du chai humide. Bientôt. Voilà, donc on ne se fixe pas de limite. Après, on laisse courir en fonction de ça, et puis on voit bien ce que ça donne. Bon, si ça se trouve, on va démentir cette croyance-là en disant au final, on se rendra compte que 25 ans, qu'on a quand même encore 30 ans, on a encore des produits qui sont intéressants si on arrive à les conserver jusqu'à cet âge. En fait. Et Hervé Midou, qu'on voit nous souvent réagir sur les posts de Savana, nous demande quelle est la proportion de fûts neufs que l'on a chez Savana. Alors jusqu'à présent, les fûts neufs étaient quand même relativement peu nombreux. Donc on avait fait une commande dans les années 90. Donc, on avait donc essentiellement des fûts d'occasion, des occasions de cognac. Là, depuis 2 ans, on a commencé à refaire un renouvellement avec un apport de fûts neufs. Mais sinon, on avait une grosse majorité des occasions de cognac, des fûts d'occasion. Là, on enclenche une démarche, un peu d'apport de fûts. Ok. Cécile, je te laisse poursuivre, il y avait d'autres questions. Oui, on a d'autres questions. Alors, on revient sur les revenants. On nous demande quel est le temps de brassage pour le Créole 52 avant la mise en bouteille. Ou le temps de repos. Pareil, on n'a pas de temps, on va dire, calibré, normé. On essaie de le laisser le plus longtemps possible. Donc, en sachant qu'il y a, mais bon là c'est relativement limité, dans l'indication géographique, il y a un temps mini de stockage avant utilisation de 3 semaines. Mais nous, on va bien au-delà de ce temps-là, parce que, comme on disait tout à l'heure, entre les sélections et la mise en bouteille, en général, il se passe un temps relativement long. Mais on n'a pas de temps défini. On essaie de le laisser le plus longtemps possible. Parce que ça, on l'a bien constaté, c'est bénéfique pour la qualité du produit. On nous a demandé combien de personnes travaillent chez Savana. Le Savana même, globalement, c'est une 30aine de personnes. Donc, inclut la partie boutique, visite. Donc, la partie production, on est une quinzaine de personnes. Et après, on a des structures de soutien qui sont propres au groupe. Le service RH, le service informatique, qui est propre au groupe et qui n'est pas partie directement de Savana. Savana même, on est dans une 30aine de personnes. D'accord. Okay. Est-ce que certains de nos fûts partent vieillir en dehors de la Réunion? Alors, il y a eu des opérations d'échange de fûts par le passé, donc avec des producteurs de whisky. On avait parlé des draps lourds tout à l'heure, voilà. Mais on n'envoie pas des fûts de rhum Savana en dehors de la Réunion pour faire le glissement. Des fûts, le fût même lui-même avec le produit dedans, non, ça pour le moment on n'a pas fait. Mais on a revendu quelques-uns, on a échangé quelques-uns de nos fûts, on a fait quelques opérations de ce genre. Et quel est votre rhum préféré chez Savana? Tous. Un fût en particulier, un fût caché dans le chai quelque part. Ça a été la belle surprise, ça a été les APRR, les Ester.
ça a été une belle surprise parce qu'au départ, la démarche aussi, je ne sais pas si on l'a déjà, non, mais vas-y. On l'a déjà évoqué. Nous, on met des rhums en vieillissement. On parlait de choix de rhum à mettre en vieillissement. Bon, le HER, on voyait qu'on l'avait produit il y a quelques années. On voyait qu'il y avait des choses intéressantes dans ce rhum-là. Donc, on l'avait décidé, on va dire, on va en mettre quelques fûts en vieillissement. Et bon, sans savoir quel va être le résultat au bout. Donc, moi-même, de par la nature du produit, j'étais peut-être même un peu sceptique dans l'utilisation, on va dire, telle quelle, pure du HER. Ouais. Et au final, on a vu que ça a donné un produit qui est très, très, très intéressant. Donc, oui, dans le lot, je pense que ça a été la belle surprise, on va dire. Est-ce qu'on a lu la question de Guillaume de Roigny qui nous demande est-ce qu'on peut utiliser du Savannah pour allumer le feu, Johnny? Oui. Ouais. Savannah dans tous les bons barbecues. Donc on a Alain Club qui demande, une fois que le rhum il est en bouteille, et qu'on l'a ouverte, est-ce qu'il est mieux de boire rapidement ou de laisser le rhum s'aérer? Là, juste après l'ouverture de la bouteille, il faut quand même le laisser un peu s'aérer, parce que je pense qu'on se rend compte que ça va évoluer. Après, la bouteille ouverte, je pense qu'il ne faut pas non plus la garder quand même trop longtemps, parce que le fait d'avoir ouvert la bouteille, le contact avec l'air, ça va aussi entraîner une évolution. D'accord. Est-ce qu'on peut monter plus haut en ester? Que ce qu'on a sur les produits, ouais. Oui. Après, bon, il faudrait plus voir avec Thierry, mais oui, c'est possible. Maintenant, je suis pas sûr que dans l'équilibre du produit, ce soit forcément souhaitable. Après, bon. Mais oui, ça serait possible. Oui. Donc il y a Christophe qui dit éternel Johnny. C'est Christophe, comment il doit le connaître? Je sais pas. Combien de temps peut-on conserver une bouteille ouverte? Donc on a déjà répondu. Est-ce qu'il en est de même pour la conservation d'un cubi ouvert? Un cubi de rhum, au niveau du robinet, je pense qu'il y a quand même, ça reste quand même relativement étanche. Enfin, là, j'ai pas vraiment, mais sur la bouteille, je pense que la bouteille ouverte, au bout d'un certain temps, effectivement, il peut y avoir des évolutions. Sur le cubi, bon, je n'ai pas forcément de... Donc toujours à un club, une association, mais donc plat et rhum Savannah pour un Réunionnais. Pardon? Une association mais et rhum pour un Réunionnais. Qu'est-ce qu'on mange avec du rhum? Un rougail saucisse. Avec un bon rhum vieux Savannah. Tout essayer, je pense. Hein, c'est... Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Où est-ce qu'on libère Johnny? Où est-ce qu'on libère Johnny? Où est-ce qu'on le laisse finir? Bon, ben écoute, le flot des questions s'est calmé, Johnny, a priori. Ok. Bon, donc, merci beaucoup. De rien, c'était avec plaisir. Ah, et on a eu Noël qui nous a fait un commentaire qui disait que vous aviez un beau t-shirt. Je vais en parler. Allez, bonne continuation. Merci, bonne soirée. Dire qu'on a obligé Johnny à mettre un t-shirt. Merci Johnny en tout cas, super. Voilà, bah écoutez, on a la chance de l'avoir, nous-mêmes, on n'a pas la chance de le voir aussi souvent qu'on voudrait. Oui, voilà, on a toujours l'impression, il est très occupé, donc on a toujours l'impression de l'embêter et on a quand même sacrément besoin de lui pour pouvoir faire, ne serait-ce que toutes les dégustations
tous les testings, et c'est comme vous l'avez vu, quelqu'un qui a beaucoup de culture, beaucoup de vécu, il est là depuis très longtemps, il est dans ce métier depuis toujours, et voilà, c'est quelqu'un qui rassure et c'est quelqu'un de très attachant, donc un grand merci à lui. On sait que c'est pas facile d'aller se mettre devant une caméra, même si elle ressemble à un téléphone, et il nous a fait vraiment plaisir. Voilà. Oui, Johnny il bosse, mais nous aussi on bosse. Ah ouais, nous on bosse tous. Hein. Bon, ben écoute, voilà. Est-ce qu'on avait des choses à ajouter? Je ne pense pas. Encore merci à Benoît et à toute l'équipe de la confrérie du Rhône. On a beaucoup de merci, donc ça veut dire que les gens veulent partir faire la sieste, hein, Cécile, à mon avis. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, il est 14h, non, il est 15h30 maintenant en métropole, voilà, 17h30 à La Réunion. Écoute, si le flot des questions s'est calmé, je crois qu'on peut effectivement non seulement remercier tout le monde, mais surtout vous lancer un... Alors, est-ce qu'on a parlé de notre anniversaire? Vite. On l'a dit. Donc vous voyez, on est à bord d'un très beau t-shirt, la distillerie de Savannah, les premières traces que l'on retrouve de la distillerie, telle qu'en tant que vraie distillerie élaborée, elle date de 1870, voilà. Donc comme vous l'a expliqué Cécile, la distillerie, nous on n'y était pas, était à l'époque au pied des contreforts des montagnes sur la côte ouest, à Saint-Paul, voilà, qui était une côte un peu plus aride qu'ici, donc où il fallait, creuser des canaux pour pouvoir irriguer la canne à l'époque. Voilà, donc cette année on va fêter les 150 ans de la distillerie. Alors on va les fêter à la dimension de la distillerie et de Savannah, c'est-à-dire de petites façons. Et pour nous la meilleure façon ça va être de pouvoir venir vers vous avec pas mal de nouveautés. On vous en a présenté certaines. Certaines seront en single cask, certaines seront peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, chez d'autres embouteilleurs, et on fait également un clin d'œil à Lucas, mais également à Florent, voilà, pardon. Florent, voilà, je crois qu'il y aura un petit single cask du côté de la Compagnie des Indes pour la Belgique, voilà. Donc il y en a eu un dernièrement pour le Danemark. Chez Savannah, on peut en parler brièvement. On travaille avec finalement peu d'embouteilleurs indépendants. Il faut que ce soit des gens avec qui on ait effectivement des atomes crochus déjà. En général, il faut qu'ils soient patients parce que chez nous, ça va un peu plus lentement. On est à l'échelle d'une petite distillerie artisanale. Voilà, donc on peut pas non plus répondre présent à tous les projets. On n'a pas non plus les moyens, ni humains ni en Rome, de pouvoir suivre ça. Mais voilà, donc ça vous permettra de goûter quelques délicieux Savannah encore cette année. Et puis on aura des nouvelles choses à vous proposer tout au long de l'année. Tout ça est un peu décalé malheureusement avec le Covid et avec le confinement. En tout cas, voilà, soyez aussi très prudents par rapport à ça et respectez, restez à la maison tant qu'il est encore conseillé de le faire. Respectez autant que faire se peut tous les gestes barrières, et puis écoutez, patientez en buvant nos rhums, attendez nos rhums avec impatience. En tout cas, ils arrivent, vous voyez qu'on est ultra motivés. On espère vous revoir très vite sur les salons. Ouais. Donc, ça va être notre prochain point de rencontre avec vous, à part le web, ça sera effectivement les salons, le Rhum Fest, le Whisky Live, Spa, Nantes, voilà, et peut-être quelques autres, mais en tout cas voilà. On a d'autres questions ou on s'arrête là? Je voudrais les personnes. Mathieu, est-ce que c'est... Oui, c'est bien Jacques de Châteauvieux qui nous a déménagé en 92 à Saint-Anne. Tout à fait. Savannah a appartenu au groupe Bourbon qui était dirigé donc à l'époque également, je crois, par Jacques de Châteauvieux. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à tous, un grand merci à Benoît et à Jerry pour leur invitation. Voilà. On espère vous voir bientôt, surtout, et surtout toi, Jerry, qui cache 2 petites bouteilles à moi. Je sais que tu es en réserve, donc ne les perds pas. Je te remercie. Voilà, de notre embouteilleur belge, comme quoi, voilà, et de beaux rhums de la Martinique. Voilà, donc je compte sur toi pour me les mettre au chaud, et on vous embrasse tous. On vous dit à très bientôt. Bye bye.